Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'adieu au pape François dans les rues de Rome. Après une cérémonie sur la place Saint-Pierre, la foule a salué le cercueil lors de son voyage vers la basilique Sainte-Marie Majeure où il a été inhumé à la mi-journée. Des funérailles dont les coulisses ont aussi été diplomatiques. Images sidérantes de Donald Trump et Volodymyr Zelensky en tête-à-tête. Le président ukrainien qui dit espérer des résultats. Ce reportage exceptionnel en immersion dans un centre éducatif fermé. Des jeunes qui sont bien souvent en attente de jugement et qui saisissent cette dernière chance avant la prison. Un lieu pour apprendre ou réapprendre les codes. Dans ce journal également, le succès des sauces piquantes. Cet incontournable de la culture mexicaine galvanise les foules lors de redoutables concours. Une usine française nous a ouvert ses stocks de piments à nos risques et périls. Et puis le passé comme si vous y étiez. Comment faire revivre une scène ou une époque à partir de vieilles photos? L'Office du tourisme d'Annecy a réussi à animer ses archives grâce à l'intelligence artificielle. Un simple cercueil de bois et une cérémonie que François avait voulu la plus sobre possible. Le pape a été inhumé à la mi-journée dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Dernière étape qui, vous le voyez, s'est déroulée à huis clos en présence de religieux et de membres de sa famille. Contraste total avec le début des funérailles qui avait commencé quelques heures plus tôt dans le faste de la place Saint-Pierre. 200 000 personnes et un parterre de souverains et de chefs d'État ont assisté à la messe. François, qui n'aimait pas les conventions, s'est ensuite offert un tout dernier bain de foule dans les rues de Rome. Jérôme Garot. Porté hors de la basilique Saint-Pierre de Rome, entouré par le chant du Requiem, c'est un simple cercueil de bois qui est déposé sur le parvis. La messe d'adieu présidée par le doyen des cardinaux. Seigneur Dieu, pasteur immortel des âmes, regarde le peuple qui te supplie, donne à ton serviteur le pape François ta miséricorde. Funérailles célébrées devant 150 à 200 000 personnes sur la place Saint-Pierre, le cœur du monde catholique. 170 délégations internationales, 700 évêques et prêtres, 250 cardinaux. La curie romaine, que François a souvent bousculée tout au long de son pontificat. Le pape François a conservé son tempérament et sa manière de guider son troupeau et a immédiatement exprimé sa forte personnalité dans la gouvernance de l'Église. Construire des ponts et non des murs est une exhortation qu'il a répétée à plusieurs reprises. Une homélie prononcée devant près de 50 chefs d'État et 10 souverains, les puissants du monde que le pape sermonnait souvent. Dans la foule, Donald Trump, Emmanuel Macron ou Javier Milei, président de l'Argentine, pays natal de François. Tous doivent échanger une poignée de main avant la communion au moment de la paix du Christ. Le défi sécuritaire est immense pour cet événement. Des milliers de policiers italiens quadrillent les rues. Portails de sécurité, fouilles, brouillage anti-drone et tireurs d'élite sur les toits. Rome, ville fermée, avec des fidèles de tous les pays, tous les âges. Mon père a 90 ans, il voulait assister à ça. Il nous a montré une église pauvre, attentive aux pauvres, avec une atmosphère familiale. C'est ce dont les fidèles, les chrétiens ont besoin en ce moment. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour le monde, pour nous. Il m'a aidé à comprendre tellement de choses. Je ne sais pas comment l'exprimer, je suis très émue. Après la litanie des saints et la prière du dernier adieu, le cercueil est transporté à bord de la Papa Mobile, à travers la ville éternelle. Passage devant le Colisée,
Plus de 150 000 personnes tout le long du parcours. Et voici le dernier repos du pape, la basilique Sainte-Marie-Majeure où il aimait prier. C'est la première fois depuis plus d'un siècle qu'un souverain pontife est inhumé en dehors du Vatican. Marqué à la cire rouge, le cercueil est mis en terre. Une sépulture dépouillée, sans décoration, avec pour seule inscription « Franciscus », François. Et parmi les anonymes venus dire au revoir au pape, il y avait des fidèles, mais aussi des touristes présents par hasard et très émus d'ailleurs d'assister à ce moment d'histoire. Christophe Abel, Lise Cloy et Laura Roudotte ont rencontré de nombreux Français. Écoutez leurs témoignages. Solennité et recueillement. Certains fidèles peinent à contenir leurs émotions. Je manque de mots, c'est très heureux d'être là, c'est fou. On avait prévu un voyage à Rome, on n'avait pas du tout prévu d'être là. On assiste à ce moment magique qui sera un moment probablement d'histoire. En quelques heures, des centaines de milliers de personnes convergent vers la place Saint-Pierre, comme ce groupe de 25 Français venus d'Annecy. Nous sommes debout depuis 5 heures pour participer aux funérailles de notre pape. Voilà. Une grande joie, un grand bonheur de communier avec tous nos frères. Parmi les fidèles, de nombreuses familles. Elle est originaire de Grenoble. Tout a été prévu, tapis de jeu et coloriage pour faire patienter les enfants. Les enfants aussi sont très marqués et touchés par ce grand moment. On a pu voir le pape aussi hier et lui rendre un dernier hommage tous en famille. Près de 400 000 personnes ont pu communier, suivre la messe sur les écrans géants, saluer la mémoire du pape et pour certains, recevoir l'Eucharistie. Ouais, c'est beau parce que c'est toutes les générations, tous les âges, tous les pays et du coup, c'est beau de voir que ça réunit toute l'Église. Dans la foule, des proches du pape également, comme Roberto d'Abusti. Il a travaillé près de 10 ans avec François lorsqu'il vivait en Argentine. Je suis très ému de l'avoir accompagné pour son ultime messe. Il y a tout ce qu'il avait demandé. Ce soir, ils sont encore des milliers à se recueillir devant la basilique Sainte-Marie-Majeure, où le pape François a choisi d'être inhumé. Et ce public, il va très bientôt pouvoir se recueillir sur la tombe du pape François. Alors à la mi-journée, les autorités avaient annoncé la réouverture de Sainte-Marie-Majeure pour ce soir. Finalement, David Desarrojo, il faudra patienter jusqu'à demain matin. Oui, Anne-Claire, et pour tout vous dire, depuis que nous sommes arrivés, il y a de nombreux fidèles qui sont venus nous voir déjà pour nous demander dans à peu près toutes les langues du monde quand va donc rouvrir cette basilique. Ils sont un millier, peut-être un peu plus même derrière moi sur cette toute petite place massée, massée devant les grilles de la basilique. On reconnaît des visages, certains qu'on a vus depuis ce matin aux toutes premières lueurs du jour pour apercevoir la sépulture du pape François. Eh bien, ils devront attendre encore, sans doute jusqu'à 7 h demain matin, heure de l'ouverture où ils pourront enfin accéder à l'intérieur de la basilique. En attendant, ils ne vont pas rentrer chez eux. Ils restent ici pour prier. Une prière est organisée à partir de 21 h, dans quelques minutes ici, et animée par l'archiprêtre de la basilique qui se trouve derrière moi. Il n'est pas n'importe qui, il est l'homme qui a en quelque sorte donné l'idée, suggéré et donc convaincu le pape François de choisir la basilique Sainte-Marie-Majeure pour être sa dernière demeure et donc pour devenir sans doute aussi à partir d'aujourd'hui un lieu de pèlerinage à part entière. Merci beaucoup David. Alors après cette étape de deuil et de recueillement, l'Église catholique va devoir se trouver un nouveau pape, une lourde tâche qui incombe maintenant aux cardinaux de moins de 80 ans. Ils sont 135 exactement. Dans les jours qui viennent, ils vont se réunir en conclave, moment très codifié, aux règles extrêmement strictes, comme nous le raconte Mathieu Desmoules. L'image peut sembler un peu oppressante, mais il va falloir s'habituer. Car ces cardinaux s'apprêtent à vivre tous ensemble pendant les prochains jours. Avec une première sortie groupée demain après-midi pour aller se recueillir sur la tombe du pape François. Puis dès lundi, et chaque jour ensuite jusqu'au conclave, les cardinaux seront de nouveau réunis en assemblée. C'est ce qu'on appelle les congrégations générales.
Des réunions où chacun expose sa vision de l'Église et où certains profils peuvent se démarquer. François s'était fait repérer en 2013 pendant les congrégations générales. Il avait parlé d'une église en sortie, d'une église en mission. Il avait donné sa vision et il avait beaucoup frappé les cardinaux. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait eu un tournant dans ces conversations et que les regards avaient commencé à se porter sur lui. Une fois tous les cardinaux arrivés au Vatican, ces congrégations devront aussi fixer la date de début du conclave. Selon la constitution apostolique, il pourrait débuter à partir du 5 ou 6 mai et au plus tard le 11. Les 135 cardinaux de moins de 80 ans s'enferment alors dans la chapelle Sixtine. Complètement coupés du monde, sans téléphone ni internet, pour commencer à voter dans le plus grand secret, chacun leur tour. Le premier jour, on vote une fois, les jours d'après, on vote 4 fois, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi, et on remet l'opération jusqu'à ce que le pape soit élu. Ça peut durer très très longtemps. 13 jours au maximum, selon les règles en vigueur. Le futur pape doit réunir les 2/3 des cardinaux, soit au moins 90 voix sur 135. Les bulletins, eux, sont jetés dans la cheminée après chaque vote avec des colorants. Et la fumée indique le résultat. Noir s'il est non concluant, blanche s'il est positif. Le monde entier sait alors que la proclamation est imminente, place Saint-Pierre avec la locution latine bien connue. Habemus Papa. Traduction, nous avons un pape. Et dans un monde plus fracturé que jamais, ces funérailles ont aussi été un moment éminemment politique et diplomatique, avec ces images sidérantes de Donald Trump et Volodymyr Zelensky échangeant dans les couloirs même de la basilique Saint-Pierre. Le président ukrainien en grande difficulté sur le terrain, mais qui s'est dit confiant à l'issue de l'entrevue. Olivier Santiki et Olga Lévesque. Surtout ne pas s'enflammer, la paix est encore loin. Mais quel symbole dans cette rencontre. Hier, Volodymyr Zelensky entretenait le doute sur sa présence. Aujourd'hui, il participait bien aux obsèques de François, le pape qui cherchait à rapprocher les hommes et les adversaires. À la clé, une discussion improvisée dans la basilique Saint-Pierre même. 15 minutes pour tenter d'amadouer Donald Trump. Un échange qui pourrait devenir historique, selon la présidence ukrainienne. Très bien. Rencontre productive. Je ne veux pas aller trop loin dans les détails parce qu'il s'agit de questions sensibles. Bien sûr, il est question de la façon de rapprocher la paix. Dans la foulée, le président américain a haussé le ton contre Vladimir Poutine. D'ordinaire très préservé, le responsable russe est clairement accusé de violence aveugle. Il n'y avait aucune raison pour que Poutine tire des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages au cours des derniers jours. Cela me fait penser qu'il ne veut peut-être pas arrêter la guerre, qu'il me fait juste marcher, qu'il faut le traiter différemment. Trop de gens meurent. On peut en même temps voir que ces frappes agacent beaucoup Donald Trump en personne parce qu'elles décrédibilisent son propre discours qui veut que tout se passe très bien et pour le mieux. Selon la presse américaine, le plan de paix de Donald Trump pourrait accorder à la Russie la Crimée, les 4 régions largement envahies dans l'est du pays et la levée des sanctions. La centrale nucléaire de Zaporijjia serait administrée par Washington. En échange, l'Ukraine bénéficierait d'une aide à la reconstruction et de garanties de sécurité encore très vagues. Une force de dissuasion franco-anglaise, à l'étude, n'est toujours pas confirmée. Sans doute l'un des points abordés par Volodymyr Zelensky tout au long de la journée. Son marathon diplomatique s'est poursuivi avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne. Autre titre de ce samedi, cette enquête dans le Gard où la gendarmerie recherche activement un homme qui a tué un fidèle d'une mosquée près de Nîmes. Le frère du suspect a été placé en garde à vue et le profil de l'agresseur est encore très flou. Paul Gély, Maureen Bajac et Théo Thomas. Voici la dernière image d'Abou Bakar, juste avant sa prière du vendredi matin. Quelques minutes plus tard, ce Malien d'une vingtaine d'années est retrouvé mort ici, dans la salle de prière. Là, je vois qu'il y a du sang de partout. On voit d'abord le plus sa jambe qui était trempée, on voyait même plus la couleur de son jean. Mort après avoir reçu près de 50 coups de couteau. L'assaillant a filmé la victime avec son téléphone portable. Nous avons choisi de ne pas diffuser ces images. Sur la vidéosurveillance, voici le suspect à l'entrée du bâtiment. La suite des images est d'une extrême violence. Mohamed, bénévole à la mosquée, a pu visionner cette scène d'acharnement. Une première série, il se repose un peu.
une deuxième série. Après, il se rappelle qu'il n'a pas sorti son téléphone. Il sort le téléphone. Boubacar est déjà mort. Il prend une vidéo. Durant l'attaque, l'assaillant tient des propos injurieux envers l'islam à plusieurs reprises. Qui est cet homme, inconnu des services de police? C'est un Français, né à Lyon, âgé de 20 ans. Il n'était jamais venu dans cette mosquée auparavant. On se connaît tous, mais cette personne-là, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu là, cette personne. On ne le connaissait pas, c'est pas un fidèle. La piste d'un différend entre fidèles n'est donc pas privilégiée par les enquêteurs. On a du mal à imaginer qu'un musulman puisse tuer à coups de couteau un des siens, un de ses frères, dans une mosquée un vendredi. Ça me paraît peu probable. Ce ne sera pas cette piste, en tout cas, à retenir sur le profil. Le suspect est toujours en fuite. Selon nos informations, son petit frère, mineur, est en garde à vue. Ces dernières années, c'est devenu une priorité du ministère de l'Intérieur. La délinquance des mineurs est un sujet extrêmement délicat, avec la volonté d'éviter au maximum la peine de prison quand des délits ont été commis. Et cela fait 20 ans que la France a lancé la construction de ce qu'on appelle des centres éducatifs fermés pour donner une dernière chance à ces jeunes. Une sorte d'internat derrière les barreaux. Immersion rare, signée ce soir Léa Merlier, Héloïse Lévesque et Frédéric Jolfre. Sérieux, vas-y, ouvre tes yeux et tes oreilles, là. Non, franchement, là, c'est pénible. Non, tu restes là. C'est pas possible. Non. S'imposer face à des personnalités imprévisibles. Le quotidien de Monia, éducatrice. Ah, c'est pas cool, franchement. Aujourd'hui, elle anime tant bien que mal un atelier citoyenneté dans ce centre éducatif fermé. Est-ce qu'il faut être français pour voter? Non. Mais si. Voilà, il faut être français pour voter. Ces jeunes, âgés de 16 à 18 ans, sont placés ici sur décision d'un juge pour 6 mois renouvelables. On essaie de leur donner, de leur apprendre dès le départ les codes sociaux. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne les ont pas. Ils ne savent pas se tenir, ils n'ont pas les règles, ils n'ont pas les bases. Donc il faut tout reprendre depuis le début. À l'écart de la ville de Bergerac, voici l'un des 55 centres éducatifs fermés français. 12 jeunes sont placés ici. Ils ont commis des agressions, des vols avec armes, vendu des stupéfiants. Certains sont multirécidivistes. Grillage, caméras de surveillance, cette structure est le dernier échelon avant la prison. Il est l'heure, il est 8h10. C'est l'heure de se réveiller. T'étais debout il y a 5 minutes. On aère la chambre, tu me rangeras tes chaussures dessous. Chaque matin, Stéphane assure la revue des chambres. Les jeunes sont sous la surveillance permanente de 27 adultes qui se relaient. Téléphone portable interdit, horaire strict, ils doivent respecter un règlement intérieur. C'est le cadre de la journée, c'est le cadre pour plus tard, c'est pour le cadre de l'avenir. Dans leur travail de plus tard, c'est on se lève à l'heure, on range sa chambre. Julie, 16 ans, est dans le centre depuis 1 an. Son placement touche à sa fin, elle appréhende le retour chez elle. J'ai un peu peur pour la suite. J'ai peur de ce que je vais devenir. Chez moi, en fait, ma mère, elle va pas me priver de sortir. Le soir, elle me prive, mais pas la journée. Là, on peut pas sortir. Chez moi, il n'y a pas aussi autant, c'est pas aussi autant cadré. Des fois, c'est chiant, mais c'est pour notre bien. Comme Julie, presque tous sortent d'une enfance chaotique, avec des parents absents ou dépassés. Le lien avec leur famille n'est pas rompu pour autant. Allô? Mais elle travaille pas, maman, aujourd'hui? 3 fois par semaine, avec ce téléphone, ils peuvent appeler leurs proches. Parce qu'en fait, quand on arrive ici, on s'en rend pas compte encore. Nous, on va passer 1 nuit, 2 nuits, et après on réalise qu'en fait, on est vraiment ici, enfermé. Et loin de sa famille, tout ça. On réfléchit à ouais, pourquoi j'ai fait ça au lieu de faire un autre truc, je serais pas arrivé ici. J'aurais su, ce soir-là, je serais même pas descendu de chez moi. Je serais resté chez moi, je serais encore chez moi. Cours, sport, activités, chacun doit suivre un planning chargé. Vas-y, on a gagné. On les a gagnés. Arrête, j'ai fait chier. 1-0. L'un des objectifs du centre est la réinsertion. La plupart des jeunes font des stages ou du bénévolat à l'extérieur, comme Rémi. Aujourd'hui, il participe à une distribution alimentaire. 2 personnes, c'est 1 boîte et 500 grammes de pâtes. Ma mère, elle allait au resto du cœur pour... quand il n'y avait rien à la maison, elle allait au resto. C'est ça qui me fait bizarre.
Et ça me fait plaisir de voir quand les gens, je leur donne les sourires sur leur visage et tout. De retour au centre, il a rendez-vous avec la psychologue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu là pour l'instant. Elle suit chacun des jeunes placés, notamment pour les faire réfléchir sur la raison de leur passage à l'acte. On a des jeunes qui sont anxieux, qui ont des troubles anxieux, des dépressions. Il y a des jeunes qui ont des addictions, il y a des jeunes qui ont des troubles psy plus importants peut-être. Il y a des jeunes qui arrivent en tout cas qui sont borderline également. Au quotidien, les tensions entre adolescents instables ne sont pas rares. Mais ouais, laisse-moi parler, frère. Mais ils le savent, en cas d'incident grave, ils risquent la prison. On se plaint et tout, mais en vrai de vrai, je préfère être ici qu'en détention provisoire. Et ouais, parce que c'est vrai que la prison, c'est dur. Moi, j'ai pas envie d'y retourner. Lui, il est parti 16 mois en prison. Et ouais, c'est vrai qu'après la prison, faut avoir le mental pour être là-bas. La plupart d'entre eux sont placés ici dans l'attente de leur jugement. Si le placement se passe bien, le magistrat peut en tenir compte. Marie-Laure Duflot est juge des enfants. Elle est particulièrement attentive au comportement des mineurs placés qu'elle suit. On va en fait regarder comment le jeune s'implique et s'insère au sein de ce collectif, quels efforts il va mettre en œuvre, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il s'insère, qu'il puisse avoir soit une formation ou reprendre le chemin de l'école. Les centres éducatifs fermés sont-ils plus efficaces que les prisons pour mineurs? Aucune étude n'existe sur la récidive des jeunes à leur sortie. Mathias, lui, a quitté le centre de Bergerac l'année dernière. Il a réussi à trouver un stage et aimerait devenir chauffeur de bus. Il y a un vrai suivi, tu es un psychologue, on peut se confier à tout le monde et ça c'est bien ça. À tous les éducateurs, ça c'est sûr. Je sais que ça a été un déclic parce que je pense que je ne serais pas passé par là. Je ne serais pas autant motivé à bien réussir dans ma vie, à avoir un travail, faire les choses bien. Non, ça m'a donné une vraie force, une vraie motivation. À lui seul, le centre de Bergerac reçoit plus de 300 demandes de placement par an pour seulement 12 places. À l'étranger, la situation reste confuse ce soir en Iran après une forte explosion dans le plus grand port de commerce du pays qui concentre 85% des échanges de marchandises. Plusieurs conteneurs ont explosé, faisant au moins 8 morts et 750 blessés. On fait le point avec Caroline Philippe. Tout a commencé par un violent incendie. Sur le quai du port, ces ouvriers se font surprendre. Même scène d'un peu plus loin. Plusieurs conteneurs explosent et s'enflamment. Il s'agit d'un dépôt de stockage de matières dangereuses et chimiques, selon les douanes du port. Très vite, les secours interviennent pour tenter d'éteindre l'incendie avec ces hélicoptères et surtout prendre en charge les victimes. Dans la panique, plusieurs centaines de blessés sont transférés vers des centres médicaux. Cet après-midi, le président iranien a réagi sur le réseau social X. Tout en exprimant mes profonds regrets et ma sympathie aux victimes de l'incident survenu, j'ordonne l'ouverture d'une enquête. Une enquête pour connaître les causes exactes du sinistre et l'ampleur précise des dégâts, car l'explosion a été si violente qu'elle a été entendue à une 50aine de kilomètres à la ronde et le souffle a détruit la plupart des bâtiments aux alentours. Difficile de savoir précisément combien d'employés travaillaient à ce moment-là dans le plus grand port du pays. Je vous propose maintenant de partir en Syrie où l'équilibre est terriblement fragile, 5 mois après la chute de Bachar al-Assad. Mais vous allez voir que les routes du pays commencent à s'ouvrir. Notre équipe a pu se rendre sur le site mondialement connu de la cité antique de Palmyre. Les hommes de Daesh avaient, il y a quelques années, dynamité plusieurs lieux de ce patrimoine de l'humanité, et notamment la scène du théâtre romain. Un reportage signé Liseron Boudoul et Fabrice Hamzel. Nous prenons la route qui mène au vaste désert de la Badiya. Direction Palmyre, la cité antique. La zone n'est pas encore sécurisée. Nous croisons ces groupes armés. Ils ont dressé des checkpoints. Durant 10 ans, cette route était complètement interdite. C'était une route militaire.
Là, il y a des hommes de la sécurité du nouveau régime qui contrôlent cette route qui va à Palmyre. Pourquoi? Parce que bien tout autour dans le désert, il y a encore des cellules dormantes de Daesh. Alors 2 hommes armés nous escortent, au cas où. La route est déserte et tout à coup apparaissent les vestiges de la cité antique de Palmyre, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Le silence est presque inquiétant. Mais la cité millénaire est défigurée. Elle porte les cicatrices d'une décennie de guerre. Nous marchons entre d'énormes blocs de colonnes effondrés au sol, dynamités. Car en 2015, Daesh avait pris le contrôle de Palmyre et saccagé à coups d'explosifs une grande partie de ses vestiges grandioses. 2000 ans d'histoire anéantis. Alors comment imaginer que ce théâtre romain a été le lieu d'atrocités indélébiles? On se souvient de cette terrible vidéo il y a quelques années. Ici même, Daesh avait mis en scène l'exécution de 25 prisonniers par des adolescents. Palmyre est à nouveau ouverte au public aujourd'hui, mais elle est abandonnée. Parmi les ruines, nous croisons cet homme, le vendeur de colliers. Allô? Hello, madame. How are you? Il est désespéré. Chaque jour avant, il y avait 700 à 1000 personnes ici, avec des groupes, ici et là-bas, qui visitaient le temple, la citadelle, les tombes. Maintenant, c'est dur, il n'y a plus de touristes. Un peu plus loin, Souleymane. Il a rouvert sa tente bédouine pour accueillir les futurs touristes. Il est revenu à Palmyre quand le régime d'Assad est tombé. Ils ont tout détruit, toute cette beauté antique. L'Arc de Triomphe, le théâtre, le temple de Bel. Tout le monde venait l'admirer. C'était toute notre vie. On vivait pour le tourisme. Palmyre n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et la petite ville tout à côté a été dévastée elle aussi par les combats successifs entre Daesh et l'armée syrienne et ses alliés russes et iraniens. Salam. Seul le musée a résisté. Cet habitant en garde les clés. Il nous montre les statues au sol, décapitées. Et là, les têtes ont été coupées aussi par Daesh? C'était interdit par Daesh. Les représentations humaines, les visages. On perçoit vite l'acharnement des terroristes. Ce musée abritait une collection unique de bustes du 1er siècle avant Jésus-Christ. De nombreuses pièces de valeur ont été volées, nous dit cet expert archéologue local, comme cette statue. Elle ornait une tombe de Palmyre. Elle est actuellement en vente sur le marché noir à 10 000 €, une somme dérisoire. Cet expert nous explique que les milices russes et iraniennes qui contrôlaient Palmyre organisaient le trafic des antiquités, avec la complicité du régime d'Assad. 2 fois par mois, il y avait des hélicoptères qui transportaient des antiquités volées depuis la cité de Palmyre jusqu'à la base militaire russe, sur la côte syrienne. 4000 pièces ont ainsi été pillées durant ces années de guerre. Aujourd'hui, personne ne protège la mythique cité millénaire. Et elle reste cernée par des groupes djihadistes qui se cachent et se reconstituent dans le désert syrien. Allez, toute autre chose à présent. Revenons en France, dans la rade de Toulon, où les services de l'État ont lancé il y a quelques jours une vaste opération de nettoyage un peu particulière. Il s'agit d'enlever les épaves de bateaux et vous allez être surpris de voir que leurs propriétaires les ont tout simplement laissées à l'abandon. Elles se comptent par dizaines. Charlotte Gerbelot et Marwan Git. Après des années passées à 5 mètres de profondeur, cette épave regagne la surface. Elle est plus en mauvais état, on voit que le pont est démembré, le mât est en morceaux dessus.
Donc c'est une épave qui est là depuis des années, qui est plus du tout flottante et qui est même dangereuse à la navigation. Depuis le mois de février, les services de l'État mènent une opération périlleuse. Récupérer les épaves de la Petite Rade de Toulon. Axel, il y a un trou? Ouais, t'as plusieurs trous là sous la ligne. Celle-ci est la 53e. Le poids des bateaux qui peut varier, la fragilité des bateaux, il y a aussi l'environnement à prendre en compte. Et là, c'est une opération effectivement où il y a beaucoup de bateaux d'un seul coup à faire. Donc. Ces épaves sont dangereuses et polluantes. Pour les habitants, les enlever est une nécessité. C'est des épaves qui ne servent à rien là maintenant. Hein. Si ce n'est que ça n'enjolive pas le coin hein, finalement. La Petite Rade n'est pas la seule concernée. En 2024, la préfecture maritime a recensé 110 épaves en mer Méditerranée. Certaines sont compliquées à repérer, d'autres trônent au milieu des ports. Là, on est sur un voilier de 14 mètres, donc c'est une épave relativement importante. Pour vous donner un ordre d'idée, la majorité des épaves qui ont été renflouées dans le cadre de cette opération, elles mesurent entre 5 et 10 mètres maximum. Souvent mal amarrés, les bateaux s'abîment pendant les tempêtes. Les propriétaires préfèrent les abandonner plutôt que de payer l'enlèvement, laissant cette charge à l'État. Le coût est estimé à 640 000 € au total. Malgré l'immatriculation, parfois, il est très difficile d'identifier le propriétaire réel. Si on identifie, on essaye de réaliser le renflouement de l'épave, mais par contre de faire supporter les frais engagés sur le propriétaire déclaré dans nos fichiers. Une fois extraits, ces bateaux sont transférés vers des centres de déconstruction. Papa, attends que c'est vide. L'opération devrait durer encore une dizaine de jours. Voilà maintenant un phénomène qui va peut-être un jour transformer notre culture de gourmet légendaire. En France, la consommation de sauces piquantes a augmenté de 30% en 5 ans. Un enfer pour les palais les plus délicats, mais cette brutalisation de nos papilles en galvanise certains qui participent même à des compétitions. Ariel Camus et Pierre Dehorme. Bienvenue au championnat le plus pimenté. Avec sa ferveur, son lot de souffrance. C'est comme manger de la lave en fusion, je dirais. À peu près. Sur une échelle de 1 à 10, on doit être à 50. Créé il y a 4 ans, le championnat de France de sauce piquante a pris une ampleur folle. Des centaines de candidatures sont envoyées, mais seuls 30 participants enfilent le sombrero mexicain. Tout va se jouer dans la tête et un peu dans la bouche, effectivement. Yeux qui pleurent, nez qui coule. C'était drôle jusqu'ici, mais là, c'est moins drôle. Hein. Interdiction de boire et au moindre signe de malaise, l'élimination est instantanée. Les sauces sont un supplice, au point d'être maniées comme des produits radioactifs. Avec l'efflusion des sauces, on peut s'en tâcher, ça brûle même la peau. Donc imaginez leur gorge et leurs poumons. Concours bien relevé et un chèque de 2 000 €. Je suis pas entraîné, mais disons que je suis habitué à manger du piment. Je suis originaire de La Réunion, alors là-bas, moi, j'ai beaucoup de piment. Derrière cet engouement, des défis sur Internet qui ont fait augmenter les ventes de 30% en 5 ans. Ceux qui s'y frottent s'y brûlent. Refermez vos pots de moutarde de wasabi, le piquant a atteint une autre dimension. Une échelle, celle de Scoville, existe même pour mesurer la force des piments. Au risque de vous décevoir, ceux que vous utilisez pour épicer les plats sont tout juste à 200. Les sauces les plus extrêmes montent facilement à 1 million de Scoville. L'étiquette devrait vous dissuader de toute ouverture. Sans atteindre ces niveaux démentiels, il y en a à toutes les sauces, pour chaque papille. Ça sert à rien d'avoir mal. Faut apprécier aussi. Le goût est délicieux en fait. C'est pas fait pour se faire mal, c'est vraiment des bons goûts, des bonnes saveurs. Je vois très bien avec quoi je pourrais l'assembler en termes de repas. Ouais. Au salon du barbecue, une allée entière de 30 stands est dédiée aux sauces piquantes. On part en Thaïlande maintenant, avec le piment œil d'oiseau. Inspiration du Vietnam jusqu'au Mexique, chacun ses saveurs, mangue ou même algues. C'est un produit plaisir, donc ça s'adresse à tout le monde. Que ce soit pour juste rigoler comme ça entre amis ou alors pour cuisiner. Sous ces étiquettes bariolées, le secteur tourne à plein régime. Dans le Loir-et-Cher, la production du leader français est passée de 300 bouteilles par jour à 4000. C'était rempli manuellement avec un entonnoir à piston. On en a fait 200-300 000 comme ça. Et il fallait vraiment passer avec des machines parce qu'on ne pouvait plus suivre le rythme. Le secret de leur sauce se cache dans les entrailles de la fabrique. 50 tonnes de piment, fermentés entre 1 et 4 ans pour le goût, la conservation, comme un vin en barrique. Pour savoir s'ils sont prêts, Jean-Baptiste les tire quelquefois de leur sommeil.
Je vais l'écouter en fait le bullage qu'il y a à l'intérieur avec la fermentation et ça me donne déjà une idée en fait de l'avancée de la fermentation. Donc c'est pas très compliqué. Et ici comme ça et là. Ah oui. Ces vignerons du piment le transforment ensuite en une des 16 recettes de produits 100% français. Là le programme c'est qu'on va cuisiner une sauce sriracha. Donc on va prendre du piment, on va le mettre à cuire, on va y rajouter d'autres ingrédients, on va le mixer et c'est ce qui va aller dans les bouteilles après. Et là, après... Bien avant de crépiter dans une marmite d'1,2 tonne, tout part de ces petites casseroles. La marque renouvelle sans cesse son offre. Elle doit continuer à surprendre. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire une sauce qui soit vraiment axée sur le fruit et pas trop puissante. Hein, qu'on sente bien la fraise, qu'on sente bien la fraîcheur. Son tablier d'anciens chefs cuisiniers déplié, Jean-Baptiste fignole la prochaine sauce prévue pour l'été. On a à la fois un univers en fait gustatif et aussi on a un univers visuel. Il y a des couleurs, il y a des étiquettes et il y a un monde de création en fait pareil qui est infini. Les Français ont longtemps boudé les saveurs explosives. Après les États-Unis et le Mexique, le virus du piquant se propage au pays de la gastronomie. Et puisqu'on parle de substances étranges, bonsoir Alexandre. Bonsoir Anne-Claire. Cette semaine, un autre produit star des réseaux sociaux a attiré votre attention. Il s'agit du shilajit aux soi-disant vertus miraculeuses. Anne-Claire, regardez cette pâte noire et gluante qui existe vraiment. Elle est issue de la décomposition de certaines roches de l'Himalaya utilisées en médecine indienne. Eh bien, elle viendrait à bout de tous vos problèmes. Perte des cheveux, nettoyer ses poumons, inverser le vieillissement. Toutes ces vidéos redirigent évidemment vers des liens commerciaux. Elles promettent même de régler les problèmes d'érection. Écoutez. Le shilajit, utilisé depuis des siècles contre l'impuissance, il est même connu sous le nom de Viagra indien. Il augmente naturellement le taux de testostérone et aide à résoudre ces problèmes désagréables sous la couette. Le problème, c'est que ces promesses sont totalement fantaisistes. Ça a même alarmé le ministère de la Santé. Les études scientifiques sur le shilajit ont essentiellement été menées sur des cellules en culture et ne peuvent être généralisées à la santé humaine. Autrement dit, l'efficacité n'est pas prouvée. Pire, selon les experts, sa consommation pourrait être dangereuse. S'ils ne sont pas parfaitement purifiés, ces produits peuvent avoir des niveaux élevés de plomb, d'arsenic ou de mercure et donc intoxiquer l'estomac ou le foie. Alexandre, qui est derrière cette promotion du shilajit? Eh bien, plusieurs affirment être des professionnels de santé. Regardez cette autre vidéo. 13 ans de pratique de la médecine de l'intestin et personne ne me croit quand je leur dis ça. Le shilajit vous débarrassera de vos cheveux gris. Eh bien, Claire, on a retrouvé cette femme et elle n'est pas du tout médecin, c'est une actrice. Elle a vendu son droit à utiliser son image et sa voix transformées par une IA. On peut acheter une vidéo d'elle et lui faire dire absolument ce qu'on veut. Écoutez, j'ai fait le test. Je vous garantis que si vous regardez le journal de TF1, vous n'aurez plus de cheveux blancs. Ah, si seulement c'était vrai. Ouais, et en tout cas, c'est la preuve qu'on peut lui faire dire absolument n'importe quoi. Ces vidéos s'appellent des avatars réalistes. Leur but, utiliser une vraie personne pour rassurer le consommateur, vendre de faux remèdes miracles. Ça coûte moins de 30 € à fabriquer, un minimum d'effort pour un maximum de désinformation. Merci beaucoup Alexandre, merci pour cette démonstration. Et dans ce monde où l'on ne sait plus très bien ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, l'intelligence artificielle fait souvent peur, mais elle peut aussi, vous allez voir, réveiller notre nostalgie. La ville d'Annecy vient de faire revivre des pans entiers de son histoire à partir de son fond photographique. Le passé comme si vous y étiez. Yanis Matisse et Frédéric Marchand. Cette photo en noir et blanc a été prise il y a 120 ans. Regardez maintenant exactement la même image, animée et en couleur. Laver le linge comme en 1895 à Annecy, un passé qui revit. Avec l'aide de cet homme, Stéphane Munier. Grâce à l'intelligence artificielle, ça rend la photo complètement immersive et on s'y croirait. Dans la vie, Stéphane est comptable et amoureux de sa ville. Alors il a créé cette œuvre chez lui, sur son ordinateur. Je vais demander au logiciel de faire lever le bras au petit garçon. Il donne des ordres. Je clique sur générer et ça va prendre 2 à 3 minutes. L'intelligence artificielle s'occupe du reste. Comme vous pouvez voir, il ne se contente pas de faire ce que je lui demande, il va animer aussi tout le reste de l'image en faisant tanguer le bateau, sourire la mère de l'enfant. On a vraiment quelque chose de hyper réaliste
et fait en un minimum de temps. Donc c'est vraiment extra. Le résultat est bluffant. Dans ce film de 7 minutes, les signes du lac, le marché, des scènes de vie quotidienne. Que ce soit en 1900 ou en 2025, une institution ne change pas. La buvette du marché est toujours là. Nous avons montré cette vidéo à des Annéciens qui la découvrent pour la première fois. Émus par ce qu'ils observent. On a envie d'entendre les enfants parler, les enfants jouer, on les voit bouger, alors c'est merveilleux. On voit des cartes postales, d'accord. Une carte, puis une autre. Parce que là, on a l'impression qu'on fait une visite complètement d'aujourd'hui, quoi. Mettre en mouvement une époque où la vidéo n'existait pas. Stéphane s'est appuyé sur 23 cartes postales et des images préservées ici, aux archives départementales de Haute-Savoie. On conserve 28 km linéaires de documents. Donc les archivistes comptent en mètres et en kilomètres linéaires. On a numérisé à peu près 12 millions de pages ou de vues et ça représente à peu près 4% de nos collections. Une multitude de choix, mais les clichés devaient répondre à des critères bien précis. La qualité de la photo en elle-même, donc idéalement une photographie plaque de verre ou alors une carte postale mais en bon état, bien scannée, bien numérisée. Ensuite, il faut absolument qu'il y ait des personnes dessus. Une prouesse technique pour célébrer les 130 ans de l'Office de tourisme d'Annecy. C'est vraiment du jamais vu. Ce film, c'est une première mondiale pour les offices de tourisme. Ce mélange entre le patrimoine et l'intelligence artificielle. L'IA ne semble fixer aucune limite au temps. Alors, un deuxième film est déjà en cours de réalisation. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous laisse avec la demi-finale de The Voice présentée par Nikos Aliagas. Très belle soirée à vous et à demain dès 13h.